Je m'appelle Mélissa. J'ai 42 ans. Je suis mariée depuis 17 ans et de l'extérieur, nous ressemblons à une famille qui a tout sous contrôle. Une jolie maison dans un quartier calme, 2 enfants au lycée, pas de grands drames. Nous étions la famille qui saluait gentiment les voisins, qui organisait parfois des fêtes dans le jardin et qui envoyait ses cartes de vœux à temps. Nous sourions sur les photos, mais à l'intérieur, nous ne nous étions pas touchés depuis des mois. Pas de la manière qui compte. C'est un bon mari, mon mari. C'est du moins ce que je n'arrêtais pas de me dire. Il ne criait jamais, n'était jamais infidèle, ne rentrait jamais tard, ne me donnait jamais de raison de m'inquiéter, mais quelque part, en chemin, il avait cessé de me voir. Il était devenu logique à propos de tout. Efficace, pragmatique, il résolvait les problèmes comme s'il dirigeait un projet au travail.
Même quand je pleurais, ces rares fois où je laissais la douleur remonter à la surface, il ne se fâchait pas. Il analysait juste, comme si j'étais une équation à résoudre. Peut-être as-tu besoin de plus de sommeil? Pourquoi ne prendre pas un week-end pour toi? As-tu essayé d'écrire un journal? J'avais l'habitude de désirer son contact. Maintenant, je désirais n'importe quoi qui puisse me rappeler que j'étais encore là. Encore humaine, encore désirable. Les enfants étaient occupés, comme les enfants le sont. Jake a 17 ans. Il est passionné de sport et de jeux vidéo. Emma a 15 ans, toujours enfermée dans sa chambre à parler avec ses amis ou à défiler sur les réseaux sociaux. Elle m'aime, je le sais, mais j'avais cessé d'être le centre de leur monde depuis des années, alors je remplissais mon temps avec des routines. Cuisiner des plats que personne ne complimentait vraiment. Nettoyer ce qui serait de nouveau en désordre le lendemain. Faire des listes, courir après le temps. Essayer de ne pas trop penser au fait que mon mari ne me regardait presque plus. Nous parlions du prêt immobilier, de la voiture qui avait besoin d'une révision, de l'heure à laquelle Emma devait être récupérée chez son amie, mais nous n'avions pas vraiment parlé depuis longtemps, et quand il m'a posé la question, ce soir-là, quand il m'a confié son désir, son fantasme, cette chose à laquelle il avait pensé, j'ai réalisé quelque chose. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait rien désiré de moi, si longtemps que je ne m'étais pas sentie importante pour lui. Alors même cela, cette demande étrange et inattendue, ressemblait à de l'attention. Cela ressemblait à être vu. Cela ressemblait à être réel à nouveau. Alors j'ai dit oui, et ce oui, ce seul mot, a brisé quelque chose en moi, et rien ne fut plus jamais pareil. C'était son idée de planifier un week-end loin de tout, une petite cabane au bord du lac. Pas trop loin de la maison, mais assez pour faire semblant que tout n'était que nous deux. Pas d'enfants, pas de courses, pas de dîner silencieux, ni de conversations superficielles. Je ne m'attendais à rien. Nous avions déjà essayé. Du temps de qualité forcée, qui ressemblait plus à une obligation qu'à une connexion. Mais j'ai quand même fait ma valise. Je me suis dit que peut-être, cette fois serait différente. Peut-être que le silence, l'eau, l'absence de distraction nous aideraient à nous souvenir de qui nous étions avant que la vie ne nous engloutisse complètement. La première soirée fut sans histoire. Nous avons préparé un dîner simple. Nous sommes assis sur la terrasse, regardant le ciel passer du bleu au violet. C'était paisible, mais distant. Comme être assis à côté d'un étranger qu'on a autrefois aimé. La deuxième nuit, c'est là que tout s'est passé. Nous avons bu du vin avec le repas. Il m'a versé un verre, comme il le faisait autrefois, quand nous étions encore enjoués. J'ai souri. Pendant un instant, j'ai presque eu l'impression que nous étions redevenus nous-mêmes. Nous avons parlé plus que d'habitude, même ri. Et puis il était devenu silencieux. Il a fixé le feu dans la cheminée quand il l'a dit. Il y a quelque chose auquel je pense depuis un moment. Sa voix était calme, mesurée. Je l'ai regardé, curieuse. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air sûr de lui. Il n'a pas tourné autour du pot. Il n'a pas préparé le terrain avec des précautions. Il l'a juste dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il a dit qu'il voulait essayer quelque chose. Quelque chose de nouveau, de différent. Il a dit qu'il voulait me voir avec un autre homme. J'ai ri, bien sûr. Ça semblait absurde, ridicule. Mais il ne riait pas. Il continuait de fixer les flammes, son verre de vin irréel dans sa main. Et j'ai compris qu'il ne plaisantait pas. Il le pensait. Il y avait pensé, l'avait planifié, le désirait. Mon estomac s'est retourné. Pas de peur, mais de confusion. Qu'est-ce que c'était que ça? Un piège? Une sorte de test pervers? Avait-il cessé de m'aimer à ce point? Au point que c'était sa manière de dire « Fais ce que tu veux, je m'en fiche ». Mais non. Il l'a expliqué comme si c'était un cadeau, comme s'il m'offrait quelque chose, la liberté, l'exploration. Il a dit qu'il lui manquait le feu dans mes yeux. Il a dit qu'il avait remarqué comment je commençais à disparaître. Il a dit qu'il voulait me voir m'enflammer à nouveau, même si ce n'était pas par lui. Je ne savais pas quoi dire. J'aurais dû être blessée. J'aurais dû être offensée. Mais au lieu de ça, je suis restée assise, sans voix. Et le pire, c'est qu'une partie de moi n'était pas contre l'idée. Pas parce que je voulais le trahir, pas parce que je désirais un autre homme, mais parce que je voulais ressentir quelque chose. N'importe quoi. Être désiré me manquait. Être touché me manquait. Être une femme me manquait. Pas juste une épouse, une mère, une colocataire qui partage des factures et du silence. Je l'ai regardé, là-bas, à la lueur vacillante du feu, et j'ai vu à la fois l'homme que j'avais épousé
et celui que je ne connaissais plus. Et à cet instant, le sol sous notre mariage a bougé. Pas avec un fracas, mais avec une fissure silencieuse et discrète. Le genre de fissure qui ne semble pas dangereuse, jusqu'à ce qu'un jour, tout l'édifice s'effondre. Les jours qui ont suivi cette conversation étaient comme marcher dans un brouillard, épais, lourd, désorientant. Je ne pouvais pas chasser ces mots de mon esprit. Ils s'enroulaient autour de mon cerveau comme des lianes, se resserrant un peu plus à chaque tentative de les ignorer. Il n'avait pas reparlé de ça. Il se comportait comme si tout était normal, comme s'il n'avait pas ouvert une porte qu'aucun de nous ne pourrait refermer. J'attendais qu'il dise « Oublie ce que j'ai dit », ou qu'il en rie, qu'il mette ça sur le compte du vin, mais il ne l'a pas fait. Et je n'ai pas demandé. Au lieu de ça, je revivais la scène encore et encore. La façon dont il l'avait dit, si calmement, si sûrement, comme s'il avait vécu avec cette pensée tranquillement pendant longtemps. Je n'arrêtais pas de me demander, était-ce un piège, une sorte de test pervers pour voir jusqu'où j'irais? Me mettait-il au défi d'être infidèle pour avoir lui-même une excuse pour partir? Ou était-ce réel? Était-il vraiment si distant, si détaché, que l'idée de moi avec un autre ne lui faisait pas de mal? Qu'elle l'excitait? Rien que cette pensée faisait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mes pensées vagabondaient vers toutes ces nuits où j'avais tendu la main vers lui dans le lit et où il s'était tourné. Tous ces matins où il partait sans un baiser. Tous ces dîners où il restait assis à faire défiler son téléphone pendant que je restais silencieuse en face de lui, faisant semblant de ne pas m'en soucier. Les anniversaires qu'il oubliait, les anniversaires de mariage dont il se souvenait trop tard, les compliments qui avaient cessé de venir. Il fut un temps où il m'attirait dans ses bras juste parce que. Un temps où il me regardait comme si j'étais la seule femme dans la pièce. J'avais l'habitude de me sentir belle, vivante, mais récemment, je me sentais utile, comme un meuble. Toujours là, toujours disponible, jamais vraiment vu. Et maintenant, sans prévenir, il me demandait de faire la seule chose que je croyais capable de détruire un mariage. Mais il ne la détruisait pas. Il l'invitait, il la demandait. J'essayais de rationaliser. Si c'était ce qu'il voulait, alors je ne trahissais peut-être personne. Pas vrai? Je ne me cacherais pas. Ce ne serait pas un secret. Ce serait quelque chose sur lequel nous nous serions mis d'accord. Mais chaque fois que j'avais cette pensée, quelque chose en moi se rétractait. Ce n'était pas qui j'étais. Je n'étais pas le genre de femme qui a besoin de permission pour être désirée, n'est-ce pas? Tard dans la nuit, je restais éveillée à côté de lui, écoutant le bruit de sa respiration calme, me demandant si dire oui détruirait ce qu'il nous restait ou si c'était déjà détruit depuis longtemps, bien avant qu'il ne prononce un mot. Je pensais à la façon dont il me touchait autrefois, la façon dont mon corps réagissait à lui si facilement. Maintenant, même se frôler dans le couloir semblait étrange. Je me posais des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Étais-je seule ou juste fatiguée? Voulais-je un autre homme ou voulais-je juste être désirée? L'aimais-je encore ou m'accrochais-je au souvenir de celui qu'il avait été? Ce qui me faisait le plus peur n'était pas qu'il ait demandé. C'était qu'il avait demandé et que je ne me sentais pas offensée. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais curieuse. Pas de l'acte lui-même, mais de la sensation. Comment serait-ce d'être regardée à nouveau comme je l'étais autrefois? D'être touchée avec intention. D'être vue, non pas comme une mère ou une épouse, ou un pion dans la vie de quelqu'un d'autre, mais comme une femme, une vraie femme. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était mal, que même s'il m'avait donné sa bénédiction, cela ne signifiait pas que ça ne ferait pas mal, que quelque chose en nous pourrait se briser sans possibilité de réparation. Mais ensuite, je me rappelais combien de temps j'avais déjà vécu avec la fissure. Nous étions déjà brisés. Nous étions juste devenus doués pour faire semblant de ne pas l'être. Et dans les moments calmes, quand la maison était silencieuse, quand je regardais dans le miroir et que je reconnaissais à peine la femme qui me regardait en retour, je me posais la question encore et encore. Était-ce la seule façon de se sentir désiré? Nous n'avons pas reparlé de ça pendant presque une semaine. Pas directement, mais ça flottait dans l'air. Chaque conversation, chaque regard avait un nouveau poids. Puis un soir, alors que je pliais du linge, il est entré par la porte et a juste dit « Si, on va faire ça, il faut établir des règles. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé la chemise dans ma main, le tissu soudainement étranger entre mes doigts, mais j'ai lentement hoché la tête. Nous nous sommes assis ce soir-là et avons parlé comme des étrangers négociant un contrat. Pas de secret, pas de contact permanent. Il serait là, une seule fois.
Nous ne parlerions pas de ça après, à moins que nous en ayons tous les deux envie. C'était surréaliste. Comme planifier quelque chose d'intime et de destructeur de la manière la plus policée possible. Mais j'ai accepté toutes les conditions. Et puis il a mentionné Mark. Mark n'était pas un inconnu, c'était quelqu'un que nous connaissions tous les deux, un ami de son travail. Récemment divorcé, gentil, calme dans sa façon de parler. Le genre de type qui proposait toujours d'aider à porter les courses jusqu'à la voiture ou de réparer des choses sans qu'on le lui demande. Je ne l'avais jamais regardé de cette façon avant, mais maintenant, tout avait changé. Mon mari a dit que Mark était peut-être ouvert d'esprit, qu'il lui faisait confiance, que si ça devait être quelqu'un, il se sentirait plus à l'aise si c'était quelqu'un qu'il respectait. J'avais envie de protester, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond, j'étais curieuse, et peut-être, d'une manière tordue, soulagée. Il y avait quelque chose dans la douceur silencieuse de Mark qui ne me faisait pas peur. Alors nous l'avons invité. Juste pour un verre, a dit mon mari, rien de plus. J'ai mis une robe que je n'avais pas touchée depuis des années. Elle épousait ma silhouette d'une manière qui me rendait nerveuse. Je suis restée plus longtemps que d'habitude devant le miroir. J'ai mis du parfum que j'avais presque oublié posséder. Et quand je suis descendue les escaliers, mon mari m'a regardée. Il m'a vraiment regardée. Pour la première fois en ce qui semblait une éternité. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Mark est arrivé pile à l'heure. Il avait apporté du vin. Il souriait gentiment, se comportant comme si c'était juste une soirée ordinaire. Nous avons fait des petites conversations, ri plus que nécessaire à des histoires absurdes. Il n'y avait rien d'explicite, rien de physique, mais sous chaque mot, chaque regard, il y avait quelque chose de non dit. Un courant. Et je le sentais dans ma peau, dans mon corps, dans la façon dont je me penchais un peu plus près quand Mark parlait, dans la façon dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop quand je riais. Mon mari l'a remarqué. Il n'a pas dit un mot, mais j'ai senti son attention changer. Il ne regardait pas avec jalousie, mais avec calcul, comme s'il étudiait quelque chose qu'il n'avait fait qu'imaginer. Les semaines qui ont suivi, j'avais l'impression de vivre dans le corps d'une autre. J'ai commencé à m'habiller différemment, à me coiffer même quand je n'avais nulle part où aller, à me maquiller pour faire des courses ordinaires, à sourire aux inconnus, à sourire à moi-même. Et Mark l'a remarqué. Il m'envoyait des messages après ses visites informelles. Rien d'inapproprié, juste des réflexions gentilles. Le dîner était bon. Tu avais l'air heureuse ce soir. C'est agréable de renouer. Chaque message faisait battre mon cœur plus vite. Chaque réponse prenait plus de temps à écrire qu'elle n'aurait dû. Et mon mari, il voyait tout cela se dérouler silencieusement, méthodiquement. Il a organisé la soirée. Il a dit qu'il avait déjà parlé à Mark, qu'ils étaient convenus que ça aurait lieu le vendredi suivant, chez nous, après que les enfants seraient partis pour le week-end. Je ne savais pas quoi ressentir. J'étais effrayée, excitée, coupable, éveillée. J'ai recommencé à rêver. Pas de Mark, pas vraiment, mais du moment. D'être désiré, d'être voulu sans être utilisé. Les jours précédant l'événement furent insupportables. Je passais devant mon mari et je sentais ses yeux sur moi. Pas avec colère, pas même avec rancune, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mark m'a envoyé un dernier message, 5 mots seulement. « Es-tu sûr de ça? » Et j'ai fixé l'écran longtemps, parce que je ne l'étais pas. Pas vraiment, mais j'ai quand même répondu « Oui ». La soirée est enfin arrivée. Les enfants étaient partis. Le vin était frais, la maison était trop calme. J'étais assise sur le bord du lit, le cœur battant. Mark était en route. Mon mari attendait en bas. Et aucun de nous, ni moi, ni lui, ni Mark, n'était vraiment prêt pour ce qui allait suivre. Le coup à la porte a retenti plus fort qu'il n'aurait dû. Ou peut-être que c'était juste mon cœur qui battait si fort dans ma poitrine que tout le reste semblait amplifié. J'ai ouvert lentement. Mark se tenait là. Pas souriant, pas nerveux, juste silencieux. Il me regardait comme s'il n'était pas sûr de devoir être là. Et je l'ai regardé en retour comme si je n'en étais pas sûre non plus. Mais je l'ai fait entrer. Mon mari était déjà assis dans le salon. Il a fait un signe de tête à Mark, lui a offert un verre. Les conversations allaient et venaient comme un brouillard, présentes, mais sans poids. Je ne pouvais pas me concentrer. Ma peau bourdonnait. Mes pensées étaient éparpillées et aiguisées.
J'avais envie de m'enfuir. J'avais envie de rester. J'avais envie d'être n'importe où ailleurs, et pourtant aucun autre endroit n'avait de sens. Finalement, la pièce est devenue silencieuse. Mon mari s'est levé, nous a dit que nous n'avions pas besoin de parler davantage, que nous savions pourquoi nous étions là. Et puis il s'est installé dans le fauteuil dans le coin de la pièce, regardant tranquillement. Marc m'a regardé. Pas d'un air exigeant, pas même impatient, juste attendant ma permission. J'ai à peine hoché la tête, mais c'était assez. Le premier contact fut doux, comme pour tester la température de l'eau avant de plonger. Sa main sur mon bras, puis sur mon épaule, puis autour de ma taille. Je ne respirais pas, je ne bougeais pas, jusqu'à ce qu'il se penche et m'embrasse. Lentement, incertain d'abord, puis avec plus d'assurance. Et je l'ai laissé faire. Tout ce qui a suivi est devenu un mélange flou de mouvements et de sensations. Je n'arrêtais pas de penser « ça arrive, c'est réel, je fais ça ». Il y avait quelque chose de surréaliste dans tout ça, comme regarder une autre personne à travers une fenêtre, une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Mais ensuite, quelque chose a changé. Pas chez Marc, pas même chez moi. Dans la pièce. L'atmosphère. La façon dont je pouvais le sentir là, qui regardait. Mon mari. Je ne le regardais pas, mais je le sentais. Sa présence, épaisse et silencieuse, sans ciller. Et puis soudain, je ne l'ai plus senti. J'ai levé les yeux. Le fauteuil était vide. Le silence a changé. Il n'était plus chargé, il était brisé. Je me suis écartée, je me suis redressée, le cœur dans la gorge. Marc a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais j'étais déjà en mouvement. J'ai attrapé un peignoir, couru dans le couloir et franchi la porte d'entrée, pieds nus. La lumière extérieure vacillait au-dessus de moi tandis que je scrutais l'allée. Sa voiture était garée tout au bout, le moteur éteint. J'ai couru vers elle, le cœur serré dans ma poitrine. J'ai essayé la porte, verrouillée. J'ai frappé à la vitre, doucement d'abord, puis plus fort, puis encore plus fort. Il n'ouvrait pas. Il ne me regardait même pas. Il était juste assis là, la tête appuyée contre le volant. Ses épaules tremblaient, tout son corps tremblait. Et puis j'ai vu. Il pleurait. Mon mari, l'homme qui n'avait pas montré de vraies émotions depuis des années. L'homme qui avait proposé ça, qui l'avait planifié, qui avait dit que ça allait bien. Il était assis là, sanglotant dans notre allée, porte verrouillée, comme s'il essayait de se protéger de moi. Je suis restée là, figée sur place, le peignoir collé à moi comme une armure qui ne servait à rien. Je ne savais pas quoi faire. J'ai frappé à nouveau, appelé son nom. Il n'a pas bougé. Et à cet instant, le poids de ça de tout est tombé sur moi. Les règles, la planification, la logique. La façon dont nous avions essayé de contrôler quelque chose d'aussi désordonné et sauvage que les émotions. Tout n'avait été que faux semblant, un jeu que nous pensions pouvoir maîtriser, mais que nous ne pouvions pas. Parce que l'amour conjugal, ne regarde pas. Il ne négocie pas son propre remplacement. Il ne s'installe pas dans un coin pour rester silencieux pendant que la personne que vous avez le plus aimée au monde est touchée par un autre.